Beaucoup. Bonsoir Salim Bachi. Bonsoir Elisabeth. On est ravis de vous recevoir pour votre nouveau... Ce n'est pas un roman, c'est un récit. Dieu, Allah, moi et les autres. Vous qualifieriez ce récit autobiographique l'histoire d'une émancipation, d'une libération? Oui, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire aussi d'une éducation particulière oui. que j'ai reçue en Algérie. Bon, Très. on peut parler aussi, qui est un peu dur, oui. À coup de trick, à coup de matraque. D'ailleurs, le mot matraque, vous le démontrez, vient de l'arabe. Oui, effectivement. Quel mot arabe? Matraqa, je crois. Qui voulait dire? Il veut dire la matraque. La matraque, et ben voilà, la boucle est bouclée. Et tout de suite, votre portrait, votre empreinte digitale, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Et on reparle de votre éducation particulière juste après. Regardez. En tapant Salim Bachi sur Internet, on découvre que vous êtes né il y a 45 ans en Algérie. Vous passez votre enfance ici, à Annaba, sur les rives de la Méditerranée. Des étés chauds, des hivers doux, un paradis que vous comparez aujourd'hui à un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Un cercle arabo-islamo vicieux, écrivez-vous, dans lequel la langue arabe s'apprend à coups de règles sur les doigts en récitant le Coran. Malgré une trêve à l'école française, durant laquelle vous trouvez refuge chez Jules Verne, Homère et dans le plus célèbre des recueils anonymes, Les Mille et une nuits. Vous terminez vos études en France grâce au journaliste Olivier Todd, avec lequel vous partagez une passion, Albert Camus. Mais votre maîtrise de lettres modernes porte, elle, sur André Malraux et son rapport à la mort. En 2001, vous remportez le Goncourt du premier roman avec Le Chien d'Ulysse, et 2 ans plus tard, vous connaissez un échec avec La Caïna. Sur Facebook, vous possédez une passion pour les jeunes femmes de dos. On peut aussi découvrir les bureaux qui accueillent votre travail et même admirer la maison que vous vous êtes offerte avec vos droits d'auteur. Grâce à votre plume, vous vous frayez un chemin dans la tête des terroristes pour tuer les tous. Vous revivez de l'intérieur le 11 septembre. Même chose en 2012 avec moi, Khaled Kelkal. Et vous réitérez l'expérience avec Mohamed Merah pour Le Monde des Livres. Ce qui vous vaut d'être qualifié par Yann Moix d'écrivain sans grande notoriété et de petites mains pour exécuter la basse besogne. Vous poursuivez aujourd'hui à la première personne, mais cette fois dans votre tête, avec Dieu, Allah, moi et les autres. Une enfance terrifiée par Dieu et ce Coran qui vous promet l'enfer à chaque page, la montée de l'islamisme en Algérie, les souvenirs d'un voyage en Syrie, la perte de votre sœur et de votre foi pendant la même nuit. Salim Bachi, n'avez-vous pas peur que votre nouveau livre soit interdit dans le monde arabe ? Ben oui, une interdiction, ou même pire. Vous évoquez d'ailleurs Naguib Mahfouz qui a été poignardé. On se rappelle de Salman Rushdie et la fatwa, parce que vous êtes tout de même... vous y allez, quoi, Salim Bachi, hein? Vous dites d'ailleurs Dieu n'existe pas. Ouf, je l'ai écrit et cela m'engage. Ça vous engage à quoi? Ça m'engage justement dans le sens où je peux je peux avoir des problèmes, oui, effectivement. Mais les censures, je les ai eues à de nombreuses reprises. Mais c'est pas ce livre-là qui sera plus censuré. Le Chien d'Ulysse, mon premier roman, a été censuré. Le Silence de Mahomet sur Mahomet a été censuré en Algérie. Donc bon, ça, la censure, je fais avec. C'est pas une question qui... Vous avez été, d'une certaine manière, libéré de la foi par Rimbaud, par Nietzsche, et puis aussi par les doigts poilus d'un de vos maîtres qui vous ont dégoûté à jamais de ce que vous enseignait ce maître. On va y revenir. Mais libéré de la foi, ça ne veut pas dire libéré de la spiritualité, d'ailleurs. Non, parce que d'abord, la preuve, j'ai écrit un roman sur Mahomet. Hein, c'est pas la question de la foi personnelle. Moi, effectivement, je suis un croyant, je suis athée d'une certaine manière. Mais ça ne m'empêche pas d'admirer certaines choses, certaines œuvres de la foi, que ce soit des œuvres artistiques ou des œuvres spirituelles, oui. Ou poétiques. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait d'épouvantable, cette école publique algérienne dans laquelle vous avez fait vos premiers pas dans les années 70? Et qu'est-ce qu'elle a eu de systémique dans la construction d'une génération qui sont devenus tous à moitié cinglés? Elle était épouvantable, en fait. On nous enseignait des choses qui nous paraissaient complètement étrangères. À coups de trick, en fait, on nous tapait dessus tous les jours. C'était des châtiments corporels. On apprenait des sourates, par exemple, du Coran sans jamais les comprendre. On était censé parler un arabe parfait alors qu'on venait de familles très différentes où certains parlaient français, d'autres parlaient kabyle ou d'autres parlaient un arabe algérien qui n'avait rien à voir avec ce qui était enseigné. Et effectivement, c'était une école assez perturbante. Vous évoquez le cercle arabo-coranique vicieux. Oui, parce qu'il fallait apprendre l'arabe en partant du Coran et il fallait comprendre le Coran et on ne pouvait pas comprendre le Coran. De toute façon, dès qu'on posait une question, je me souviens, on posait une question, mais non, vous ne pouvez pas poser de questions. Le Coran, c'est comme ça, c'est la parole de Dieu, c'est tout à fait compréhensible. Bon, voilà. C'était pourtant des écoles de la République algérienne, plutôt nationalistes, oui, mais c'était quand même très religieux. C'était un enseignement qui était basé sur la religion au départ, effectivement. En tout cas, je ne sais pas si c'était une volonté politique vraiment qui venait d'en haut, mais nous, en classe, c'était comme ça que ça se passait. Vous critiquez dans votre livre et la nation, le nationalisme et la religion, et vous dites que finalement les jeunes Algériens
ne peuvent pas ne pas être soit islamistes, soit militaires. nationalistes, soit militaires. Oui, oui. Il n'y a pas de place pour ce... Et ça s'est vérifié cette dans les années modernité. 90, quand il y a eu la guerre civile, effectivement. Il fallait choisir son camp. Enfin, on était soit islamiste, soit pro-gouvernemental et pro-militaire. Mais la vérité, c'est que moi, cette conscience que la nation nous l'avait inculquée comme ça, ou que la religion nous l'avait inculquée, est venue bien plus tard, en fait. Hein. C'est grâce effectivement à mes lectures, c'est grâce à ma découverte de la littérature, c'est grâce à un changement de système éducatif aussi qui m'a permis de prendre une C'est-à-dire que c'est distance. plus comme ça aujourd'hui, ça se passe plus comme ça dans les Je écoles n'en sais rien, je ne vais algériennes pas vous mentir. Moi, je ne suis plus en Algérie depuis 25 Vous ans. dites je que peux je pas ne vous souhaite dire. à personne de naître en Algérie. Oui. Toujours aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça, vraiment, je parle d'Algérie des années 70. Hein, Quand vous, vraiment, quand vous parlez de changement d'éducation, c'est en fait quand vous êtes passé dans un dans le lycée système, français. oui, voilà, où effectivement, là, j'ai rencontré autre chose parce que, du coup, on avait le droit de poser des questions, on avait le droit de s'interroger, on nous donnait la parole, on nous tapait pas dessus. C'était extraordinaire quand même. Et donc, effectivement, ces histoires de nation étaient passées aussi. Hein, il y avait pas. Je suis assez ébouriffé en fait d'une certaine manière quand on nous parle maintenant de remettre l'hymne national dans les écoles françaises. En fait, je trouve ça extraordinaire parce que nous, on avait l'hymne national tous les matins à l'école algérienne. Et je vous assure que ça vous fabrique justement l'antithèse d'un bon nationaliste. Hein. Alors, vous êtes complètement libre, à la fois virulent, à la fois nostalgique, vous avez une forme de tendresse et en même temps vous avez vous êtes agressif à certains moments et vous dites des choses très étonnantes. Vous dites, je ne vois pas de différence entre le discours des islamistes forcenés et celui des islamophobes obsédés par l'islamophobie. Ils peuvent s'entendre sur l'essentiel. C'est quoi cet essentiel? Et là, vous parlez de la France. Hein. L'essentiel, c'est l'essentialisation, justement. C'est-à-dire Ils peuvent s'entendre sur le fait de vous essentialiser, de vous réduire à une seule identité, c'est-à-dire, bon, vous êtes un musulman, c'est bien, c'est évacué, la question est évacuée. Pour les islamistes, vous êtes un musulman, c'est très bien. Si vous ne l'êtes pas, c'est très très mauvais. Et pour les Français, vous êtes un musulman, c'est très très mauvais. Et puis, essayez de ne pas l'être. Et donc, moi, je trouve que cette assignation identitaire est très dangereuse, en fait. Et c'est ça qui me perturbe beaucoup quand j'ai entendu Sarkozy nous parler de la question identitaire. Je me suis dit, mais on revient à quoi? C'est ce qu'on nous disait dans les années 90 en Algérie. De quelle identité êtes-vous? Vous êtes musulman. Si vous ne l'êtes pas, dites, vous partez. on devait l'être même génétiquement. Quasiment. Voilà, on est musulman en fait. L'idée c'est qu'on est musulman. Et je trouve ça extraordinaire qu'en France, on nous assigne cette même identité en fait. Et ça, je trouve ça perturbant et dérangeant. Oui. Alors, Nadia, on parle de l'Algérie d'aujourd'hui? Oui, parce que depuis une quinzaine de jours environ, l'Algérie est secouée par la mort d'un homme. Il s'appelait Mohamed Tamalt, il était journaliste et blogueur. Et en juillet dernier, il a été condamné à 2 ans de prison pour offense au président de la République, en raison notamment de ce qu'il avait écrit sur sa page Facebook. Et il est mort donc le 11 décembre dernier, après 3 mois de grève de la faim, et dans des conditions assez troubles selon les ONG et ses avocats. Et c'est une affaire qui a mis en lumière évidemment la question de la liberté d'expression, puisqu'on peut mourir pour ses écrits. Et il y a très longtemps, en 2001, vous avez dit il faut arrêter de croire que ça va mieux en Algérie, tout le monde est en danger. Est-ce que vous le pensez toujours 15 ans après? Bien sûr, l'Algérie est un État totalitaire encore, un totalitarisme doux en fait, mais d'une certaine manière, qu'est-ce qui a changé en Algérie depuis 62? C'est toujours la même clique qui est au pouvoir, c'est toujours la même mafia. Elle n'a pas changé, je ne vois pas ce qui a changé. Mais maintenant, on n'en parle plus. Parce que c'est très simple, effectivement. On est obligé de choisir entre Bouteflika ou les islamistes. On est obligé de choisir entre Assad ou Daesh. Des intellectuels comme Kamel Daoud, comme Boualem Sansal, d'une manière métaphorique, allégorique ou romanesque, en parlent, ils prennent des risques. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais Kamel Daoud est assez, je trouve, assez courageux et dit les choses, effectivement. Oui, parce qu'il vit toujours là-bas. Il s'est fait attaquer parce qu'il a dit qu'il ne fallait pas préférer Assad à Daesh, ce qui me semble tout à fait raisonnable, en fait. Et là, il se fait attaquer par tout le monde. Et moi, je trouve ça dingue, oui, effectivement. Et vous qui avez été attaqué, notamment par Yann Moix, on l'a vu dans votre portrait, parce que vous aviez décidé que l'altérité, c'est quelque chose qui existait et qu'on pouvait écrire « Moi, Mohamed Merah » ou « Moi, Khaled Kelkal », se mettre de manière romanesque à la place d'un terroriste. Écoutez, c'est Yann Moix quand même, il a écrit partout. Hein. Non mais oublions Yann Moix. Mais voilà, sur cette volonté de, je reprends les mots de Manuel Valls, comprendre ce serait excuser. Vous, c'est comprendre qui vous intéresse? Bien sûr. Comprendre la motivation d'un djihadiste? Je veux dire que si un écrivain ne s'attache pas à essayer de comprendre la réalité qui l'entoure, le monde qui l'entoure, surtout un écrivain qui est né dans un pays qui a connu ces problèmes de terrorisme bien avant la France, je ne vois pas à quoi ça sert, en fait. Moi, je ne me censure pas du tout, dans aucun sens. Je peux vous dire ici que je ne suis pas croyant, et je peux vous dire que je peux écrire sur un croyant radical. Ça m'intéresse, effectivement. Est-ce que vous avez envie de présenter votre livre
plus particulièrement aux jeunes maghrébins qui sont français mais qui vivent en France et qui sont troublés en ce moment et il y a une sorte de pression islamiste aussi qui peut s'exercer sur eux de temps en temps. Est-ce que vous avez des échanges avec eux? Est-ce que vous allez dans les lycées? Ça m'est arrivé d'aller dans des collèges, dans des lycées, mais je vous assure qu'on ne peut pas parler à ce niveau-là de ce genre de questions. C'est parce que c'est des lycées, des lycées difficiles, c'est des lycées en Seine-Saint-Denis. Les gamins, franchement, ne sont pas très, très réceptifs. Hein. C'est un discours qui est un peu plus complexe que leur situation. Et les situations sont très difficiles pour les enfants en banlieue, très diverses. Déjà socialement. Donc. Socialement, effectivement, ils viennent de pays différents, souvent. Et il y a vraiment une vraie complexité. Et c'est une complexité qu'on n'a pas pensée en France et dont qu'on ne prend pas assez en charge, je trouve. Salim Bachi, vous êtes un obsédé textuel et sexuel aussi, vous le racontez d'ailleurs, puisque vous dites tout. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont de mieux, les femmes de dos? Ah, ben, elle était jolie celle-là. Mais je vais fermer mon compte Facebook parce que bien. Je crois que c'est important. Très bien, oui, attention. Merci encore, Salim Bachi. Votre récit Dieu, Allah, moi et les autres, chez Gallimard, dès aujourd'hui ou peut-être demain matin.